C'est bon? Ok. Voilà. Ok, donc allez-y Ousmane. Alors parle-nous un peu, présentez-nous un peu. Ouais. Bon, je suis Ousmane Abdoul Sarr. Je suis né à Dunguel, sur le fleuve Sénégal, en Mauritanie, en 1957. Et j'ai grandi au Sénégal dans une ville qu'on appelle Linguère, parce que mon père avait été muté là-bas par l'armée coloniale, où il a servi. Après s'être engagé en 1938 à Mbagne, en Mauritanie, il a fait le camp de Fort Gouro, actuel Zouérat, Ouyef Derik, Port-Étienne, Nouadhibou, avant d'être muté à Saint-Louis, à Thiès, puis à Linguère. C'est là-bas où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 17 ans, où après mon BEPC en poche, il m'a demandé d'aller rejoindre sa patrie parce qu'il était nostalgique, et ça se comprend tout à fait, parce que aux indépendances, ils avaient demandé aux gens qui faisaient, aux fonctionnaires qui faisaient Sénégal-Mauritanie, parce que pratiquement c'était un seul pays, c'était l'Afrique de l'occidentale, de choisir entre rentrer chez eux en Mauritanie ou continuer à servir sur place. Et lui, il était à quelques années encore de la retraite, parce que simplement en 66, il prendra sa retraite. Donc il a jugé que c'était un peu tard pour lui, parce qu'il est né en 1913. Et bon, pour lui, ça ne valait plus la peine d'aller en Mauritanie. Surtout qu'à l'époque, la Mauritanie était un pays encore qui n'était pas aussi solvable qu'actuellement, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes qu'on raconte à l'indépendance de la Mauritanie, où il y avait Mortalou Dada, le premier président, a reçu les autorités françaises sous une tente, a fait la proclamation de l'indépendance sous une tente à Nouakchott. Donc ça dénote l'état de sous-développement vraiment trop poussé, si on peut dire, que vivait le pays. Donc il a choisi de rester là-bas tout simplement. Ce qui fait que, bon, à ma majorité pratiquement, il m'a demandé de rejoindre, parce que pour lui c'était un plaisir que je rejoigne un peu sa patrie et que je vive là-bas. Voilà. Oui, mais on sait que ces questions-là sont un peu délicates en Afrique, mais comment comment c'est la question de la nationalité, c'est vous qui l'avez choisi ou c'est par la naissance de votre père que c'était? C'est par moi, je dis que c'est naturellement, pour moi, ça c'est toujours dans mon enfance, j'ai toujours quelque part compris que j'étais quelque part mauritanien, mais c'est un problème très complexe, ce problème de nationalité, parce que les États que nous avons, et ce problème de nationalité, pratiquement les codes d'acquisition de la nationalité, c'est des codes plus ou moins flous ou qui ne sont pas connus de la population. De sorte que nous, quand on part pour chercher la nationalité entre la Mauritanie particulièrement et le Sénégal, bon, on part un peu dans des vides juridiques, disons, parce que simplement non connus ou non acceptés par exemple, la Mauritanie. Je vous dis simplement, la Mauritanie, par exemple, c'est un pays qui ne connaît pas la double nationalité. Hein, donc déjà, ça pose problème sur le plan juridique. Et si ça pose problème, ça veut dire que ça pose problème pour des milliers de citoyens mauritaniens qui vivent justement pratiquement le long sur la frontière. Parce que, imaginez-vous bien, c'est des villages, par exemple, Dunguel, là où je suis né, c'est un village que les Mauritaniens diront Mauritaniens, les Sénégalais diront Sénégalais, parce que simplement, il est traversé par le fleuve. Donc c'est de part et d'autre du fleuve, à cheval, vraiment à califourchon sur le fleuve. Et ce qui fait que tous les citoyens de Dunguel peuvent se réclamer mauritaniens, comme ils peuvent logiquement être sénégalais, parce que les terres aussi de la vallée sont de part et d'autre du fleuve. Ce qui fait que quand on remonte plus loin dans l'histoire, c'était le royaume du Tekrour, hein, qui occupait toute la région du fleuve, le bassin du fleuve Sénégal, et donc c'était un royaume. Et donc, logiquement, c'est des gens qui devaient appartenir par leur culture, par leur histoire, à un même pays. Mais voilà que par la balkanisation de l'Afrique, la colonisation et tout, les peuples sont divisés. Ce qui devait logiquement permettre aux gens de s'autodéterminer, hein, de se réclamer de tel pays ou tel. Moi, ça ne se pose pas, parce que pour ma maman, c'est très clair. Elle est née à Koga. Koga, c'est un village qui se trouve au Sénégal. Et elle aussi, elle est fille d'anciens combattants
Bon, elle, c'est tout à fait clair. Donc, ce qui fait que pour moi, Sénégal, Mauritanie, c'est quelque chose un peu dans. J'ai le choix, honnêtement. Et ça ne me pose aucune sorte de difficulté, d'adaptation, parce que je me retrouve aussi bien dans tel camp ou dans l'autre, aussi bien à l'aise, parce que je suis au sein de mon peuple. C'est une même culture, un même peuple, et voilà. Ok. Attends, on va juste faire une pause. Ok. Raconte-nous un peu ton enfance. Tu étais bon élève à l'école? Tu es allé tout le temps à l'école? Oui. C'était pas le cas de tout le monde là-bas. Non, moi j'étais excellent élève. Parce que franchement, j'étais très brillant pour ma génération. Parce que là, moi, j'ai des amis qui sont des professeurs d'université à l'Université de Dakar. Quand je leur dis mon parcours, que j'étais sergent dans l'armée mauritanienne et tout, ils se disent, mais c'est pas possible. Parce qu'ils sont convaincus que franchement, j'étais doué, je peux dire. Et sans prétention du tout. C'est ton père qui t'a poussé à aller à l'école ou parce que... À l'école, bon, il était fonctionnaire parce j'étais fonctionnaire, donc pour lui, naturellement, je devais aller à l'école. Et j'étais gâté, j'ai dit, parce que ma famille n'était pas du tout démunie. On ne vivait pas du tout la misère. Mon père, si vous voulez, c'est un notable qui a un grand tubalo, donc pêcheur qui est connu dans toute la vallée du fleuve, de Renon, c'est vrai, parce que c'est quelqu'un quand même qui a un vrai Foutanké dans l'âme, je le dis souvent, et qui incarnait bien les valeurs auxquelles nous croyons, de droiture, quelqu'un qui croit à la religion, qui est toujours en train de soigner les autres. Voilà. Dans le village. Et dans le village, là où il était, ce qu'il veut dire, à Linguère, là où il a vécu finalement, il était parti jusqu'à être conseiller municipal de la localité. Ce n'était pas gratuit pour quelqu'un qui venait de la région du fleuve. Parce que tout le monde sait qu'un pêcheur, quand même, ne peut pas être issu du Djolof. Le Djolof, c'est la région aride du Ferlo sénégalais. Donc, il est venu là-bas. Et là-bas aussi, il y a une différence culturelle qui fait que c'est des Peuls du Djolof qui habitent là-bas par rapport au Foutanké de la vallée, c'est différent. Et qu'il soit à ce point accepté jusqu'à être conseiller municipal, ça dénote déjà le tempérament de l'homme. Et puis voilà, je crois que j'ai beaucoup hérité de ce tempérament-là aussi. Ça c'est sûr. Bon, donc j'étais à l'école, j'étais brillant. Et vous aviez des frères et des sœurs qui ont suivi ou... J'ai eu des frères et sœurs qui ont suivi aussi, qui ont tous été brillants aussi, franchement, et qui ont, parce que moi j'étais l'aîné. Et l'aîné, ça fait une responsabilité. Mon père voulait à tout prix que toute la famille rejoigne la Mauritanie. Et hélas, entre-temps, avant que les choses n'aillent comme il le souhaitait, il est parti, il est mort. Et donc, malheureusement, ce qui fait que moi, lorsque j'ai eu mon BEPC en 1975, parce qu'à l'époque ça ne courait pas les routes, j'aurais pu simplement avoir un poste au Sénégal, être fonctionnaire et tout, j'aurais pu, franchement. Par rapport aux relations qu'avait mon père déjà, et par rapport, je disais, à la notoriété même de ma famille là-bas dans la région. Donc, il avait les relations pour... Ne simple que ces coups de fil pouvaient me faire que j'obtienne un bon poste. Mais mon père, pour lui, il fallait... Et il y a quelque chose de nostalgique chez lui. Bon, il était un peu... Voilà, la Mauritanie, il fallait que j'aille. Et je suis venu, j'ai trouvé mes oncles là-bas, en Mauritanie. J'ai fait tout le Fouta avec lui. Il me présentait tout fier, mon fils. Tout le monde a couru. Et ensuite, je suis parti rejoindre mon oncle qui était à Nouadhibou. Et tiens, une semaine à Nouadhibou, j'étais admis ou accepté, ou j'étais recruté, c'est plus exact. J'étais recruté pour un hôtel qui ouvrait là-bas, tout neuf, flambant, tout neuf, qui était financé par le Koweït. Et j'étais le premier réceptionniste de cet hôtel. Et à l'époque, réceptionniste vu d'ici, c'est rien, mais là-bas, parce que j'étais parmi
celui qui se débrouillait un peu en anglais, donc il pouvait parler avec les hindous qui géraient l'hôtel. Voilà le truc. Et comme l'hôtel était bien positionné pour les gens qui connaissent Nouadhibou, Hôtel Saba, à l'époque, c'était tout neuf, c'était flambant neuf pour quelqu'un qui venait de jeune et tout. Et puis voilà, c'était quelque chose d'agréable et puis surtout qui payait bien. Donc ça m'a alléché tout de suite. C'était énorme pour moi, l'argent que j'avais pour un gosse qui venait de débarquer à l'époque. C'était parfait. Donc je me suis tout de suite... C'était quel âge? Vous aviez quel âge à cette époque? Là, à l'époque, j'avais 18 ans. Vous n'étiez pas encore dans l'école de l'armée, alors? Non, pas du tout. Ça viendra plus tard. J'ai fait quelques mois là-bas, mais j'ai pas aimé. Après, j'ai tout de suite détesté le truc de réceptionniste. Voilà, donne-moi la clé, donne-moi ça. Ça n'a pas accroché. J'ai dit, bon, écoutez, il y a des sous, c'est vrai, mais j'étais pas à l'aise, là. J'étais pas à l'aise. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti, j'ai fait le concours de la Poste, d'abord. Voilà. J'ai été postier. J'ai fait quelques années au chèque postaux. J'ai fait la direction des PTT, j'ai fait l'école de poste avant, bien sûr. Donc, ça aussi, à un moment, c'est là où le déclic un peu de militant mais a commencé à prendre le dessus. Ça, c'est à la Poste. Je me rappelle, j'étais parmi les premiers à pousser pour qu'il y ait vraiment une grève. Et dites-vous bien, une grève à l'époque, la Poste, c'était la boîte, c'était l'office qui avait le plus de noirs. C'était l'administration des PTT, c'était des noirs, en majorité. Et donc, ce qui fait que quand on regardait la Poste, et qu'on regardait vraiment ce qui s'y passait, parce que qui dit poste, c'est dit lieu public. Le brassage qu'il y avait là, et c'était la fin de la guerre du Sahara, le coup d'État de 1978, et ça a commencé ça n'allait pas. La grève des élèves noirs, ça a commencé à germer dans ma tête. Moi qui venais du Jolof, donc il faut le dire, ça fait un problème quand même, sérieux. Et moi j'ai eu à assister, en tant que fonctionnaire, à des réunions d'étudiants et d'élèves noirs déjà. Parce que j'étais un peu récalcitrant dans le sens révolté. Parce que moi, je suis le genre que honnêtement, pour la justice, c'est même tout de suite, je peux descendre de chez moi. Quand je vois un acte qui me paraît injuste, c'est tout de suite, je suis là-dedans. Ça peut tout de suite faire basculer toute ma vie sur ça. Sur ce cas, pas petit, un cas d'injustice ne peut jamais être petit, mais ça peut m'engager pour le restant de mes jours. C'est ça qui a fait que j'ai commencé à revoir la société mauritanienne autrement. Ça a commencé à changer. Mais en même temps, je m'enfonçais aussi dans les réalités mauritaniennes, c'est vrai. C'était prenant. C'est un pays magnifique avec ses contradictions. Ça m'a pris, disons... Je me sentais mauritanien vraiment. Ça n'a jamais fait l'ombre d'un doute. Et pour moi, je me dis que ça, c'est des injustices là, c'est pas normal, quoi. Je voyais des injustices un peu partout. Chaque fois, je voyais quand je rentrais quelque part. Voilà, quoi. Parce que c'est plus criant quand les gens n'ont pas la même couleur, ça, il faut le dire, la même couleur de peau, ça, c'est plus criant. Peut-être que des injustices de genre existaient ailleurs, mais de toutes les façons, moi, dans mon vécu, parce que n'oubliez pas que j'étais venu, j'ai 17 ans, 18 ans, et l'ambiance que j'avais laissée là-bas, que j'avais connue, et tout de suite, quand je plonge dans un milieu où les contradictions sont plus visibles, justement, ça pose problème. Voilà, ce qui fait que... Vous avez des histoires à raconter de ce type-là, des choses qui vous ont frappé particulièrement à l'époque? J'en ai beaucoup, parce que j'ai eu beaucoup de soucis avec la police, figurez-vous, avec la police. Le premier déclic il y a un commissaire qui s'appelait Ould Salek. C'est un commissaire qui était très connu à l'époque, qui était, disons,
qui était réputé être un peu dur, hein, dur dans la répression. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on n'est pas allé jusqu'à savoir. Et lorsque j'ai travaillé, j'étais agent au chèque postaux, j'habitais la Médina 3, non, Médina R, oui. Il s'est trouvé qu'on habitait côte à côte. On habitait côte à côte. Bon, je mettais beaucoup de musique, on dansait, hein, c'était. Voilà. Et peut-être quelque part, ça le perturbait. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais au boulot, je descends, je viens, je trouve la police en train de perquisitionner. Ben, j'ai dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, si vous avez quelque chose à dire, vous allez voir le commissaire. Oui, le commissaire, il habite juste à côté. Et je ne savais pas. Et, ah bon? Que le commissaire, il me dit, le commissaire Salek. Et, ah bon? Je rentre, jeunesse, la fougue et tout, je rentre directement chez lui, j'ai dit, mais qu'est-ce qui c'est là? Vous venez perquisitionner chez moi et tout. Ce sont vos hommes qui ont perquisitionné, machin. Il a dit, mais oui, vous êtes qui? J'ai dit, moi, je suis Ousmane Sarr. Et vous êtes qui? Je suis commissaire Salek. J'ai dit, ah bon? Dit, si tu sors, je te casse la gueule. C'est comme ça que je lui réponds tout de suite. Hein, vous voyez Et voilà, ça m'a valu à peu près 6 jours. Il est parti au commissariat. Les gens sont venus, les policiers m'ont emmené au 4e arrondissement. 4 jours. J'étais là-bas. Et même 4 jours, j'étais garde à vue. Et il me menaçait, on va te faire ça, on va faire ci, on va te déférer, bon, j'ai failli être déféré. 4 jours. Deuxième problème, j'ai eu un oncle qui était arrêté. C'est mon oncle que j'avais trouvé à Nouadhibou. Il était arrêté à Nouakchott avec son ami. Ils étaient arrêtés parce que sous prétexte qu'ils avaient distribué des tracts. Des tracts anti-gouvernement. Et ça, c'était au temps de Aïdallah, qui était président déjà. Tracts, il a été arrêté. La famille ne savait pas où est-ce qu'il se trouvait. Ben, je viens chez lui. J'ai dit, mais alors où est Kao? Kao, c'est oncle, quoi. Il dit, mais Kao, ça fait des jours, on l'a pris, on ne sait pas où est-ce qu'il est. J'ai dit, quoi? Vous ne savez pas? Bon, il était douanier. Vous ne savez pas? Non, il ne savait pas. Il dit, bon, d'accord. Moi, je prends un taxi, je commence à faire les commissariats, quoi, à demander. Parce que tout de suite, c'est ça qui m'est venu à l'esprit. Parce que je me suis dit que s'il était à l'hôpital, ça, c'est sûr que c'est reçu. Donc, tout de suite, j'ai pensé commissariat. Surtout, à l'époque, c'était un peu crispé aussi. Parce que, justement, les élèves, étudiants noirs, revendiquaient déjà, se dressaient contre l'arabisation du pays. C'était les premières circulaires et tout. Donc, c'était dense. Et pourtant, l'oncle n'a pas un passé spécialement de militant, hein, mais il a été pris comme ça pour un truc de tract. Est-ce qu'il a publié les tracts? Est-ce qu'il n'a pas publié? Je ne sais pas, même si sa valise est là chez moi. Peut-être qu'il est en Mauritanie. S'il revient, je vais lui demander. Et je rentre au commissariat central. J'ai dit, bon, je cherche M. Tel. C'est mon oncle. Et alors les policiers disent non, on a reçu l'ordre de la sûreté nationale que de ne pas le rencontrer, que personne ne doit le rencontrer. Je dis non, moi je vais le voir parce que je ne peux pas rentrer, sa famille ne sait pas où est-ce qu'il est. Le policier il a dit si tu ne pars pas, on va te mettre au Niouf. Je dis ben vous me mettez au Niouf comme ça avec lui, comme ça je vais le voir. J'étais en train de parler et qu'est-ce qui sort? C'est le Salek, le commissaire. Salek parce qu'il a reconnu ma voix. Il sort, il dit, mais c'est pas possible. Toi, tu es têtu, hein? Qu'est-ce que tu fous là encore? J'ai dit, mon oncle, il dit, bon, laissez-le, il va le voir rapidement, puis il va partir. Parce que là, sa tête, là, ça ne va pas. Il ne va pas bien dans sa tête, quoi. Je rentre, et puis, bon, là, je vois l'oncle et tout. Il dit, comment tu as fait et tout? Je lui explique. Et puis voilà. Et j'ai dit, mais pourquoi vous êtes là? Il dit, oui, pour un problème de tract, machin. Il m'a dit, bon, il faut rassurer la famille, tout va bien, quoi. D'ailleurs, tellement pudique, pour lui, il ne fallait même pas que je dise ça à beaucoup de gens, qu'il était là, machin, je suis parti. Ça aussi, c'est une autre histoire. Troisième histoire, il y a un émir du Koweït qui vient en Mauritanie, il va pour une partie de chasse. Et ce jour-là, je suis en vacances. Donc je prends mes affaires, j'étais au chèque postaux, je dois aller à Linguère.
Linguère au Sénégal, pour aller voir ma mère qui est là-bas, qui était restée à la mort du père dans sa maison et tout. Et je vais la voir. Et ma femme, elle est de là-bas. Elle est originaire de là-bas. Je viens, la route est barrée. Et à l'époque, il faut venir à la gare routière pour prendre une voiture et puis traverser à Rosso pour aller. Et puis c'était très difficile parce que au Sénégal aussi, il n'y avait pas beaucoup de moyens de transport encore, comme aujourd'hui et tout. Il fallait prendre le train à Louga. Donc, pour moi, il y a un problème. Parce que si je ne pars pas, si à 15h, ça ne me trouve pas à Louga, je ne vais pas pouvoir prendre le train pour aller à Linguère. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il me faut traverser. Or, il y a les sentinelles, là, ils ont, comment on appelle ça? Ils ont jalonné, voilà. Et les gardes nationales, ils ont jalonné la route, ils ont fermé, personne ne doit traverser. J'étais avec un ami, et paix à son âme, il est décédé, il s'appelle Sidi Diop. Moi, j'ai décidé, on traverse en courant. On traverse en courant, on tombe sur un garde. Et le garde, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son ceinturon, il me tape. Il me donne un coup de ceinturon, pam. Boucle et tout ça me coupe et il continue. J'étais tellement énervé, mais bien lucide et conscient. J'ai regardé, il a continué à me frapper. Sidi est venu, le truc comme maintenant, pour intervenir, il a continué à le frapper aussi. J'ai dit, bon, ok. Et franchement, là, le gars là, il est Halpulaar. On est de même ethnie. Finalement, on est même de la même famille. Je traverse, je pars. Vraiment un voyage très dur quand même. On m'a bastonné, on vient de me bastonner, je pars. Ce jour-là, j'ai dit que je reviens, je vais faire l'armée. Ce jour-là, franchement, j'ai pas pu. Mon voyage, je crois que j'étais parti pour faire 1 mois, mais j'ai pas pu faire plus de 5 jours là-bas, au Sénégal. J'ai pas pu. Parce que j'étais vraiment secoué. J'ai dit, bon, non, ce pays-là, non, c'est pas ça. Là, si tu n'es pas en uniforme, tu ne vis pas. Ça, c'est un abus manifeste. Parce que rien n'expliquait, et même si c'est un petit truc, ça ne demande pas vraiment une bastonnade aussi, quand même pour le fonctionnaire que j'étais, au moins. Et ça, j'ai dit, bon, il me faut rentrer dans l'armée. Et ce jour-là, j'ai pris la décision de rentrer dans. Ça, c'est l'histoire, je crois, qui a. Au-delà parce que la tenue quand même, ça je le dis aussi souvent, m'a toujours intéressé parce que voilà, mon père était un homme de tenue aussi et tout, donc quelque part c'est mon grand-père côté maternel pareil, donc mais ce qui m'a vraiment là le choc, ce choc-là, il m'a fait vraiment revoir autrement beaucoup de choses, beaucoup de et j'ai dit, bon, je vais faire l'armée. Et là, j'étais à la poste. Et je suis revenu, j'ai préparé le concours. Vous aviez quel âge là? Vous avez 21, 22 ans? J'avais 25 ans. 25 ans? J'avais 25 ans. Pour vous dire que j'étais. En 62? C'est en 82. 82, oui. Voilà. 82. Donc, ce qui faisait que j'étais rentré, moi, dans l'armée, mature vraiment. Mature, bien 25 ans, quand même, c'est pas l'âge habituel où les gens rentrent. Mais là, c'était pas possible, quoi. Je ne pouvais plus, parce que par rapport à tout ce que je voyais, les gens qui revenaient de la guerre, les militaires qui prenaient le pouvoir, les gardes qui se permettaient de bastonner les gens comme ça dans la rue, j'ai dit, bon là, si je veux rester dans ce pays, il me faut m'engager. Et puis, mais j'ai fait le concours, c'était un concours que j'ai fait moi. Parce que le génie cherchait des trucs, j'ai fait le concours. Et je vais revoir le gars qui m'a bastonné, parce que j'ai fait la formation militaire en Algérie, j'ai fait 2 ans là-bas, à l'école d'application de l'infrastructure. Je suis revenu en 84. Et on m'a affecté au génie. Il y a un sous-officier du génie qui faisait un baptême, il s'appelle Sergent Si Seydou Hassan qu'il s'appelle. Et
Je viens chez lui, il me dit, bon, les gars, j'ai fait un baptême à Elmina et tout. Il me dit, bon, donc si vous pouvez, bon, entre collègues, quoi, tous des sous-officiers, machin, jeunes, on débarque là-bas, qu'est-ce que je vois le garde. Franchement, j'avais envie de lui casser la gueule quand même. Mais bon, je me suis retenu parce que, voilà. Vous avez discuté de l'histoire ou pas? Bon, ben, même pas. Même pas. On n'a pas parlé de l'histoire. Là, sur ce moment-là, je ne l'ai pas dit. Mais moi, je le regardais, je savais. Et parce que c'était mieux de ne pas en parler. Parce que j'étais persuadé que si je parlais de ça, j'allais lui donner franchement un petit coup quand même. Surtout que j'étais plus costaud que lui. Donc ça n'allait pas, ça allait mal tourner. Bon, donc ça c'est sur ce volet-là. Je ne sais pas si je peux continuer sur... Voilà, donc à partir de là, vous êtes dans l'école. L'école de l'armée, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de... Oui. À l'époque, les rapports entre Morts et Noirs, ça allait encore ou... J'ai fait ma formation, mais tout de suite, l'injustice est là, lorsque j'ai fait de l'armée. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai fait le concours de l'armée, j'étais le premier au concours d'entrée. Et qu'est-ce qu'on me propose? D'aller faire la conduite des engins. Et sur au moins, on était une trentaine, c'est-à-dire, vous avez pris à peu près une douzaine d'élèves sous-officiers qui devaient aller à l'extérieur, et le reste des élèves officiers. Sur l'ensemble des élèves officiers, c'est la promotion des ARF. Il doit être commandant ou colonel en ce moment, tout qu'importe. Ou le Dieu. Sur ces gens-là, il n'y avait pas un seul noir sur les officiers. Et sur les sous-officiers, tous les Maures sous-officiers faisaient l'école d'aviation à Blida. Et nous, sur les 9 qui faisaient le génie, c'est-à-dire les bâtiments, les engins, machin, donc, et qui vraiment un secteur qui est mal vu en Mauritanie, ça il faut le dire, qui était dépourvu de moyens et tout. Moi, c'est là-bas où on m'amène, pourtant major au concours d'entrée. Et sans que je choisisse. Bon, je ne sais pas comment ça se fait. Et sur les gens qui étaient là-bas, ils ont amené 3 arabisants qui savaient à peine parler français et les cours étaient en français, à l'école d'application de l'infrastructure. Donc, et quand je débarque au génie, je ne suis pas étonné. Parce que toute la masse qui était là-bas, c'était des Noirs. Ouais. Et le commandement était arabe, était Maure. Mais j'ai dit non, mais ça c'est... Moi je rêve ou quoi? Et je suis sorti aussi major de ma promotion en Algérie. J'étais premier. Je rentre et donc il y a un incident et donc lorsque je suis revenu au génie, déjà j'étais vraiment révolté. Moi ça me brûle. J'étais révolté et au génie, j'ai commencé à ne pas sortir à mettre toujours aux arrêts. Parce que ça n'allait pas. J'étais pas bien, j'étais révolté. Non, ça n'allait pas. Et il y a un moment où ils ont décidé que le génie allait se fixer à Rosso. Pour faire quoi? L'agriculture. Ils ont dit, bon, le génie, vous allez à Rosso, vous allez faire les champs de riz. Et quand ils regardaient à l'époque l'effectif, tous c'était des Noirs. J'ai dit, non, moi, je n'irai pas faire l'agriculture. Je me rappelle, certains sous-officiers supérieurs me disent, ben, si tu ne pars pas, tu risques d'être viré de l'armée. J'ai dit, tant pis. Je serais viré, mais moi, je ne suis pas rentré dans l'armée pour aller faire l'agriculture. Parce que pour moi, je voyais que c'est une masse de Noirs comme ça qu'on prenait, qu'on allait faire, allez-y, faites l'agriculture. C'était injuste, simplement. Moi, je n'étais pas rentré dans l'armée pour ça. Et il y avait une certaine... voilà, quoi, c'était des choses qu'on ne pouvait pas expliquer, mais en même temps bien visibles. Les officiers
sur une promotion de 20 officiers, tu vas trouver 2 noirs. Pour les gens qui allaient faire des officiers, lieutenants, capitaines, ils ne passeront pas. Ils vont les serrer là-bas. Donc, au résultat des courses, en dehors de quelques colonels vraiment, et ça c'est au temps qui sont rentrés dans l'armée pratiquement au temps colonial, qui avaient pu passer entre les gouttes, mais maintenant, la Mauritanie avait changé. C'était dit qu'il y avait un dictat là qui faisait que le pays devait être arabisé. Et pour mieux nous asséner un coup sérieux, il fallait qu'ils réintègrent l'arabisation poussée, forcée. Parce que tu te réveillais, tu trouvais toute une promotion d'arabisants qu'ils ont envoyés en Irak faire leur formation et qui revenaient. Et ça, y compris à la poste là où j'étais. Parce qu'il y a une promotion de contrôleurs des PTT qui ont été envoyés en Irak. Et tout ce que je dis, c'est vérifiable. Les gens, parce qu'ils vivent, j'espère qu'ils vont tous se reconnaître. On les a envoyés en Irak. Ils sont revenus. Ils sont devenus des fonctionnaires de l'administration. Et sans que la Poste demande. Hein. Figurez-vous, la Poste, parce que c'est la Poste, comme la direction de PTT à l'époque, c'était que des Noirs à quelques éléments près. Hein, des Noirs, quand je dis Noirs, Ral, Plan, machin, Haratine, qui étaient là-bas. Alors, on les a même pas demandé leur avis. Et ces gens sont venus, ils sont contrôleurs, machin, sauf que même les formulaires qu'on utilisait, rien n'était encore prêt, en arabe, il n'y en avait pas. Donc, ils sont là, ils partaient, ils venaient, et rien n'était encore au point, mais bon, ça viendra plus tard. Et dans l'armée, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens qui étaient un peu partout, qui faisaient comment on appelle ça, l'école coranique, tout ça là, qui sortaient des écoles arabes à gauche à droite, on les prenait, on les faisait des certificats de scolarité, ils allaient faire l'officier, ils revenaient. Donc, ce qui fait que tout d'un coup, tu vois quelqu'un, ben tiens, je ne sais même pas l'histoire, tu vois, avec un truc officier, il vient d'où? De Bagdad ou d'Algérie ou de Maroc, hein, et voilà, il a son diplôme. Et comme il n'y a jamais d'échec, parce que quand ils partent là-bas, c'est quelque chose de bien très clair, ils ont besoin de cadres noirs, donc ces gens-là n'échouent pas. Ils sont poussés. Donc, quelque part, il y a eu la main de l'administration qui est là, une administration vraiment moure qui veut pousser le maximum de cadres mours pour prendre tous les rouages du pays. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte d'une chose. Parce que les premiers cadres mauritaniens à l'indépendance, ça je l'ai entendu de la bouche de mon père. Tout est des Noirs. Mon père, quelque part, malheureusement, lorsque je suis parti, on n'a pas échangé beaucoup pour qu'il entende, il est parti. Mais il était conscient de ça. Les premiers cadres qui étaient partis, et il y a un ancien postier qui s'appelait Chaperon, qui m'a confirmé ça. À l'indépendance de la Mauritanie, tous les cadres de PTT et tout, jusqu'aux facteurs, même les chauffeurs, on les avait pris de Saint-Louis, du Sénégal. Parce que pour dire que c'était un État qu'il fallait mettre sur place et créer de toutes pièces. C'est ça la Mauritanie, en fait. Ça a été créé de toutes pièces. Et ça, c'est cette conséquence-là qui roule jusqu'à ce jour, qui fait que c'est des gens qui viennent un peu de truc et qu'on a forcé, qu'on a obligé à vivre ensemble et sans qu'on cherche ils ont dit bon ça va aller, allez couper cette partie-là, allez couper l'autre là, allez vivre ensemble. Pourquoi? Parce que le sud c'était la zone pluvieuse où l'hivernage, où l'agriculture se pratiquait. Il faut ça, cette partie-là, plus le nord désertique. Allez, vivez ensemble, débrouillez-vous. Bien sûr, il n'y avait pas encore ces trucs, on ne parlait pas pétrole encore, même si on parlait fer quand même, il y avait le poisson, mais le poisson aussi, ce n'était pas l'exploitation machin, parce que toutes les côtes africaines à l'époque regorgeaient encore de poissons. Donc le fer, la stime, pour la France, c'est ça qui l'intéressait, c'est tout. Le sud, c'est la zone qui devait nourrir le grenier de l'autre partie. Et, puisque dans l'histoire de la Mauritanie, ceux qui sont vraiment soulevés contre la colonisation et qui sont allés jusqu'au coup de poing, si on peut dire, ce sont les Mours, les Regaïbad, les hommes du désert, machin. Parce que l'autre partie, à l'époque, pendant ce temps-là,
l'indépendance, comme c'était l'AOF, la Mauritanie n'existait pas encore, c'était des gens qui acceptaient encore beaucoup plus l'État que les récalcitrants arabes bédouins. Hein? Ça sont ses conséquences. Donc à l'indépendance, les Français, ils ont favorisé les Maures. Ils ont dit, il faut donner l'indépendance. Et ce pays-là, il s'appelle Mauritanie, le pays des Maures. Ça a été baptisé par, il semble, Koplani, ça s'appelle le pays des Maures. Donc ça appartient aux Maures quelque part. Et même nos parents, beaucoup d'entre eux acceptaient cet état de fait. Pour eux, bon, Mauritanie, ce n'est même pas un pays, c'est un... Voilà, quoi, on va travailler là-bas, et puis voilà, c'est pas... Hein? Donc, le nationalisme-là n'était pas poussé à ce point. Il se voyait plus Foutanké, c'est-à-dire de la région du Fouta, donc, qu'autre chose. Et même, mais attention, même du côté sénégal, hein, parce que les gens de la vallée, même du côté sénégal, quand ils voyaient quelqu'un qui venait de Dakar, ils disaient, comment vont les Sénégalais? Tu viens de Mauritanie, comment vont les Réonades? Hein? Parce que pour eux, ils n'appartiennent ni au Sénégal, ni à la Mauritanie. C'était un peu ça. C'était un peu ça. Ils n'étaient pas... Parce que quelque part, il y avait ce royaume du Tekourou qui était... Bon, ils se voyaient plus Halplar, Foutanké que Mauritaniens ou Sénégalais, en fait. Ça ne représentait pas grand-chose pour eux. Donc, et ça se retrouve un peu partout quand même en Afrique. Parce que, qu'on n'oublie pas, c'est des pays qui sont nés d'un découpage colonial. Donc, les gens ne se sont pas autodéterminés, n'ont pas dit leurs mots. Parce que si on disait partout nos mots, et si on demandait de se prononcer, certainement, les frontières ne seraient pas ainsi faites. C'est sûr. Donc, voilà. Donc, juste une question là par rapport à quelque chose que vous avez dit, tu as dit en passant là. Les 82-84, c'est la fin de la zone de l'ère Haïdara, il est toujours au pouvoir, je crois. 84, oui. C'est Ould Taya qui prend le pouvoir. Oui. Et tu as dit qu'il y avait des gens qui sont partis en Irak et en Algérie et au Maroc. Il y a l'alliance avec ces trois pays-là était déjà un peu constituée, et surtout avec l'Irak, parce qu'on parlera plus tard. Autant de Haïdara. Oui, autant d'Haïdara, c'est surtout avec l'Algérie. Oui. Parce que Haïdara, c'est quelqu'un qui était quand même... Et c'est ça qui lui pose des problèmes jusqu'à ce jour d'ailleurs. Hein? Parce qu'à un certain moment, il s'est rivé sur l'Algérie parce que c'était voilà, le mur de Berlin n'était pas encore tombé. Donc c'était en Algérie, c'était le socialisme, c'est les coopérants soviétiques qui sont là justement. Et tout est calqué sur la société soviétique, sur l'Union soviétique. C'est ça l'Algérie. Lui, il va s'inspirer de ça pour faire ce qu'on appelle les Heyakil, c'est-à-dire les structures d'éducation des masses. Il va appeler ça, lui, Haïdara, ça, c'est-à-dire des sortes de... comment on dit, des sortes de... Dans certains, comme en Union soviétique, il y avait les Sorkhoz, les Kolkhoz, tout ça là. Bon, il va essayer de s'inspirer de ça, et de l'Algérie aussi, pour encadrer, verrouiller la société mauritanienne en fait. Mais pour lui, c'est bien sûr, il ne sait pas ce qu'il va dire. Pour lui, c'est une façon de former le citoyen mauritanien. Sauf que c'est Heyakil, on relèvera plus tard qu'il y a un côté renseignement qui est là, côté vraiment, il faut voir l'autre, rendre compte de ce qu'il fait, il faut rendre policier en fait la société mauritanienne. Donc ça, ce qui fait que je me rappelle, les premiers trucs, c'était Haïdara quand même, ça qu'on n'oublie pas. Les premières directives que les fonctionnaires qui doivent, quand ils prennent vacances, ils n'iront pas traverser, ils n'iront pas au Sénégal, c'est un problème. Moi, ça a failli me faire sortir de l'armée. Parce que lorsque ça a été dit, j'ai dit, c'est impossible. On n'est pas en état de guerre. Moi, j'irai au Sénégal parce que ma famille est là-bas. J'irai.
Et bon, ils ont demandé au bureau, le bureau de renseignement. Le bureau de renseignement a dit oui, M. Sarr, il a l'autorisation, il doit avoir l'autorisation de partir. Parce que simplement, quand tu rentres dans l'armée, on te fait ce qu'on appelle l'enquête de moralité. Donc, on te pose des questions. Sur ta famille, comment tu as vécu, tout. Donc, tout était, ils savaient qui j'étais. Donc, et pour moi, je suis très ferme sur ça. On n'est pas en temps de guerre. Ça ne veut pas dire que si la Mauritanie rentrait en guerre au Sénégal, moi je rentrais en guerre, hein, ça c'est clair. C'est sans état d'âme, il n'y a pas de souci. Mais il n'y avait rien qu'on nous dise vous n'allez pas traverser. Je dis non, 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 moi j'accepte pas. Finalement, ils ont accepté que je traverse. Et pour traverser, il m'arrivait de venir au camp du génie qui était parti pour faire l'agriculture à Rosso. Et j'ai mangé là-bas à midi avec eux et j'ai traversé. J'avais l'autorisation. Et j'allais, je revenais tranquillement. Donc, mais Aïdallah, à l'époque, il s'était déjà lui braqué sur l'Algérie. Hein, c'était s'éloignant du coup du Maroc. Le problème du Sahara oblige, bien sûr. La France, ce n'était pas son truc. Les négro-mauritaniens, c'est vrai, il a travaillé beaucoup avec les négro-mauritaniens. Les officiers, ses conseillers, c'était des négro-mauritaniens. Vraiment. Mais il y a un côté, la charia, c'est lui. Des bras ont été coupés là-bas, mais nous, ce qu'on voyait, c'est des bras noirs. Hein, l'islam, machin. Et puis la charia, même si tous nous sommes musulmans, quelque part, c'est là l'échec de Aïdallah. Donc, et nous, Maouia qui était jugé, qui était jugé pro-marocain à l'époque, pro-français, donc pour nous, il inspirait beaucoup plus de souplesse, le côté français qu'on voyait, côté marocain, donc des sociétés plus, à l'époque, plus libérales, disons, que bien sûr que l'Algérie de Boumedienne, de Chadli à l'époque. Oui. C'était Chadli Benjidi. Donc, pour nous tous, on a applaudi. Et surtout, moi, j'étais au génie. Et Aïdallah, il a fait emprisonner des comment on appelle ça, des Maures aux 100 mètres carrés du génie. Et ces gens ont été torturés. Et donc, à un certain moment, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Ce qui fait que, en 84, le coup d'état de Maouia, en 84, ce jour-là, moi j'étais au 100 mètres, j'étais au génie, et moi, je recevais les prisonniers qu'ils amenaient pour les enfermer au génie. Et franchement, c'était avec plaisir. Parce que là où on les avait enfermés, c'était quelques 4 officiers qu'on avait enfermés là-bas. C'était avec plaisir parce que là où les avait enfermés, là, on avait torturé avant des Maures. Pourtant des Maures blancs. Mais ça m'avait touché. Ça m'avait vraiment mis dans un état impossible. Donc c'est avec plaisir que ce jour-là que je les recevais, parce que pour moi, ils avaient une certaine responsabilité. Ironie du sort, parmi les gens que j'ai recevés, l'un d'eux est mon camarade actuellement, parce qu'il était avant directeur de sécurité, c'est Diop Moustapha. Moi, je l'ai reçu au 100 mètres. Et là, actuellement, c'est lui qui, vraiment, il est dans un bras de fer terrible avec le pouvoir mauritanien actuellement. Ben, c'est ça la vie, simplement. Et ça, on a parlé de ça, tous les deux ici, mais lui, il ne se rappelle même pas, en fait. Voilà, c'est tout à fait normal. Mais je lui ai décrit ce qu'il portait et tout, et puis il a reconnu, effectivement. Et j'étais là, ce soir-là. Donc, ce qui fait que lorsque Maouia a pris le pouvoir, on était tous... C'est ça qui explique que tout le monde est chanté et dansé en Mauritanie. Parce que c'était l'ouverture des frontières, c'était... les gens soufflaient enfin, c'était formidable, c'était la liberté retrouvée. Parce qu'il y a une réalité qui est là, qu'on ne peut pas nier. La Mauritanie, c'est un pays, comme tous les pays, qui doit vivre avec ses voisins. Et par l'histoire, en Mauritanie plus qu'ailleurs, je dirais, parce que la composante négro-africaine de Mauritanie, même si elle est mauritanienne totalement,
je dirais. Je n'ai pas besoin de dire 100% augmentation parce qu'il n'y a pas de pourcentage. Mais c'est un pays, c'est une composante qui a ses racines aussi dans le Tekrou, et ces racines se ramifient jusqu'au Sénégal. Donc c'est une réalité historique qui est là qu'on ne peut pas simplement dénier. Donc quelqu'un, un chef d'État qui vient essayer de former cette frontière sud, c'est valable aussi avec le Mali. Mais de facto, la communauté négro-africaine se sentira visée. C'est clair. Ce n'est pas un truc nationaliste et toi, machin, non. C'est des gens qui aiment le pays, mais c'est une réalité qui est là. Surtout que comme j'ai dit, c'est un pays qui a été construit de toutes pièces. Hein. Une partie là, qu'on dit vivez ensemble. Vivez ensemble. L'histoire, ensemble, va se construire progressivement. Il ne faut pas couper tout de suite. Progressivement. Parce que les nations qui sont françaises, la nation d'abord repose sur la langue. En tout cas, c'est un vecteur. Je ne suis pas, attention, je suis militaire. Vous me prenez. Là, je risque gros, là. Je ne sais pas comment j'ai dit ça. Je pense que c'est un facteur déterminant. Parce que si on ne se comprend pas, si on ne se parle pas, quelque part, cette nation-là est titube. Si on voit la France, c'est le français, l'Allemagne, c'est l'allemand. Donc, alors, s'il y a des langues différentes, il faut trouver des moyens de vivre ensemble. Il ne faut pas essayer d'écraser l'autre. Il faut qu'on arrive à vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est quoi? C'est partager. C'est le partage. C'est partager. Il faut voir les réalités des uns et des autres. Il faut échanger, il faut partager. Partager quoi? C'est l'économie, c'est le pouvoir, c'est les ressources, c'est la distribution des richesses du pays. Hein? Et permettre aux uns et aux autres de s'exprimer, de véhiculer leur culture. Il ne faut pas éteindre une culture, ce n'est pas possible. Surtout si on ne veut pas, on n'acceptera pas. C'est aussi simple que ça. On n'acceptera pas. C'est pour ça que je dis, quelque part, et ça c'est dans beaucoup de pays d'Afrique, les drapeaux, les hymnes, attention. Juste, revenons juste pour finir sur vous avez refusé d'aller faire l'agriculture dans le Rosso, mais vous ne nous avez pas dit ce que vous avez fait dans l'armée une fois que vous avez eu votre diplôme. Lorsque j'ai refusé, on m'a détaché à l'état-major. Là, ils m'ont détaché. Parce que, coup de chance, ils ont dit qu'une partie c'est-à-dire, ils avaient besoin des dessinateurs bâtiments, des conducteurs de chantier, des chefs de chantier qui font les bâtiments. Et comme ça, c'est ça ma formation, finalement. Je n'ai pas fait les engins. Moi, j'ai fait conducteur de travaux. Donc, ils m'ont amené au bureau, ils m'ont affecté avec un lieutenant qui s'appelait Babdi Goudouz, avec qui j'ai été arrêté, qui est mort à Walata. Et c'était mon chef de bureau. Ils l'ont détaché à Abdou. Finalement, moi, ils m'ont muté au 4e bureau infrastructure de l'état-major. Et je m'occupais de dessiner les plans de bâtiments, les machins. Et certains officiers vraiment morts, fortunés, profitaient de cet art, venaient, sergent, tu peux nous faire un petit dessin, bâtiment, j'ai un petit projet. Je le faisais volontiers parce qu'au moins, puisque je ne suis pas au soleil en train de faire l'agriculture, je disais, bon, Ousmane, il ne faut pas aussi trop te casser la gueule, il faut... Bon, voilà. Donc, c'est ça que j'ai fait. Donc, vous étiez sergent? J'étais sergent, j'étais au bureau infrastructure, au 4e bureau de l'état-major national, et j'ai travaillé là-bas. J'ai dirigé des travaux de chantier là-bas, à l'état-major. Hein? Et je suis resté là-bas jusqu'en 87, date de mon arrestation. Voilà. Donc après, il faut parler de la période 84. Vous êtes content le coup d'État a lieu, et puis il y a le souffle de liberté, disons, d'espoir, voilà. Et après, pendant 3 ans, et après, en 86, il y a déjà cette manifeste-là. En 86, parce que
84, justement, quand j'ai parlé tout de suite d'Aïdallah, les cadres noirs, certains cadres noirs, se sont réunis clandestinement. C'est quelque chose quand même à ce niveau que je ne maîtrise pas du tout. Qui se sont réunis, avec parce que c'est les anciens étudiants, élèves qui faisaient des grèves noirs, qui luttaient contre l'arabisation en outrance, qui avaient vu, franchement c'était des visionnaires, ils ont vu que la société là, ils étaient en train d'arabiser, à forcer la Mauritanie. Et ils ont fait le manifeste pour dénoncer l'injustice qu'il y avait, pour dire que, attention, les cadres noirs perdaient du terrain. Au niveau de l'arabisation, ça fait des choses pas tellement correctes. L'injustice était un peu partout. Ils sentaient ça, ils ont vu ça. Ils ont vu que les Mours avaient fini de prendre en main les choses. Ça, c'est en mars 83. Ils ont publié, ils ont fait un manifeste. C'est-à-dire, ce manifeste interviendra plus tard. Aïdallah n'est plus là, Maouya sera là. Et Maouya, lorsqu'ils ont publié, lorsque les flammes étaient nées en 83, au temps d'Aïdallah. Mais les flammes vont se faire connaître de l'opinion sous le régime de comment dirais-je, de Oultaya. Et Oultaya, c'est là où la bêtise du siècle en Mauritanie, c'est là, parce que lorsqu'il a vu le manifeste, il a pris ça pour lui, tout seul. Pour lui, comment se fait-il que ces gens étaient là, ils n'ont jamais parlé, Aïdallah était là, moi j'arrive au pouvoir, voilà, qu'ils font sortir le manifeste. Donc c'est contre lui. Il l'a pris vraiment d'une manière pas bien pour un homme d'État. Voilà, c'est pas un vrai homme d'État, voilà, c'est tout. C'est ça, la vérité. Il n'a pas pu gérer cette situation et accepter, parce que les militaires en général, ils n'acceptent pas la contradiction. C'est ça notre problème. Et depuis 1978, c'est les militaires qui étaient au pouvoir. Maouya est parti dans un truc parce que les gens pensent que je suis faible, donc le résultat, je vais sévir. Au lieu d'essayer de voir la réalité des choses, parce que ceux qui ont publié le manifeste, c'est pas des vauriens, c'est des cadres, c'est des gens instruits, c'est des négro-africains, c'est des Mauritaniens qui sont conscients des problèmes du pays et qui veulent que ça change, que ça avance justement. C'est un signal d'alarme qu'ils émettent là. Mais pour Maouya, il faut réprimer. Il durcit son régime tout d'un coup. Virage à 304. Donc, l'espoir, le vent de souffle d'espoir qu'il avait soulevé lorsqu'il est venu au pouvoir et tout, ça s'est estompé tout de suite. Maouya n'acceptait même plus de faire un discours en français, c'était fini. Le sentiment qu'on disait francophile, pro-marocain, machin, c'est fini, ça c'est parti. Autour de lui, c'est le vide qu'il commence à faire, limogeage sur limogeage, conseil des ministres, quand il finit, c'est des nominations, c'est... Même si vous mettez un noir avant, c'est fini, même le 1 là, il l'enlève, c'est 100%, maintenant c'est fini, quoi. C'est la guerre. Pour lui, il est parti en guerre. Et ça, dans l'armée aussi, pire, dans l'armée, c'est là qu'ils ont commencé à dire aux génies d'aller faire l'agriculture, d'aller machin. C'est ça. C'est sous son règne. Ces conneries, c'est lui. Et Maouya, vraiment, il se sert, il s'adosse à l'Irak, la puissante Irak de Saddam Hussein. Donc, même idéologie bassiste, machin, donc il faut, voilà, c'est tout. C'est l'arabe, c'est la Oumma l'Arabia, c'est nous les arabes, vous, celui qui veut, il parle arabe ici, il se tient à carreau, ou bien il traverse, ou bien il va chercher un autre pays, ou bien, voilà. C'est le discours ambiant de l'époque, avec Maouya. Et ça appelle quelque chose, une réaction. À l'époque, j'étais à l'état-major. Simple petite anecdote, le bâtiment de l'état-major, là où j'étais, il n'y avait pas 5 sous-officiers noirs. Sur l'ensemble du bâtiment de l'état-major, 5 sous-officiers qui étaient dans les bureaux, il n'y avait pas. Et au niveau des officiers noirs, il n'y avait pas.
Officier, il n'y avait pas. Il y avait deux. Il y avait un que je connaissais, officier noir à l'époque, qui était au B2. L'autre officier, café au lait, j'allais dire, Pearl Moore, c'était Bab Goudous qui est mon Rawalata. Celui-là, il est engagé. Ça, c'est clair. Donc, il y avait, pour dire que c'était quelque chose qui était vraiment clair. Là, ils ont pris clairement leur position. Il faut prendre les choses parce que, voilà, quoi, il faut réprimer face à ce manifeste-là. Et peur oblige, ou je ne sais pas quoi, excès de zèle peut-être, je ne sais pas. Derrière tout noir, en tout cas, cadre, machin, ils voyaient les flammes. Et à l'époque, les flammes, c'était vraiment pratiquement ces gens qui avaient publié ce manifeste, ça se réduisait à ça, c'était vraiment, au plan nombre et tout, c'était rien. Même s'ils ont posé un discours qui était très clair, donc vraiment, les revendications de la communauté négro-africaine. Mais, pour Taya, derrière tout noir, voilà, il commençait à arrêter les gens, emprisonner et tout. Et c'est dans cette ambiance qu'au niveau de l'armée, alors moi je dirais que tous les militaires noirs à l'époque ont vu l'injustice. Et on a décidé de faire, parce que c'est deux choses. Ou bien on essaie de faire quelque chose, de renverser le régime, en tout cas de faire quelque chose, ou bien on va disparaître aussi. C'est aussi simple que ça. Et là, on a commencé à se voir un peu à gauche à droite pour essayer de renverser le régime. C'est ce qu'ils appellent le coup du 22 octobre 1987. Hélas, parce qu'on était tellement infiltrés, voilà, hein, le pouvoir est beaucoup plus fort, on a beaucoup plus de moyens de renseignements et d'informations que nous n'avions pas. Parce que simplement, il n'y avait pas un officier noir qui commandait un bataillon ou bien, enfin, une unité même bien structurée. Il n'y avait pas. Donc, il fallait, au sein de l'armée, recruter des gens, pas former, coordonner tout ça, c'était ça. Donc, c'était pratiquement impossible. C'était pas comme le coup actuel du 3 août où les gens, c'est des officiers supérieurs. Là-bas, nous, nos officiers, c'était le plus haut gradé, c'était un lieutenant. Hein? Pourquoi? Parce que les Maures avaient fini de faire le vide. Les officiers supérieurs que nous avons ont été domptés, ont été vraiment bien quadrillés, ils se sont tenus à carreau. La réaction ne pouvait venir que du bas. Sergent. Moi, j'étais sergent. Et les autres qui étaient les plus gradés, c'était des officiers, c'était des lieutenants. Et des lieutenants qui ne commandaient pas grand-chose. Mais là, voilà, c'est dans ce cadre qu'on a finalement tout a essuyé, on nous a arrêtés, jugés. Moi, j'ai été jugé à 20 ans de travaux forcés. Et j'ai fait la prison de Valata. Et finalement, j'ai été libéré en 91. Avant, il y a eu des événements qu'on appelle Sénégal-Mauritanie, qui sont partis, moi je dis événements mauritaniens, hein, et ça a pété, je le dis comme ça, franchement, c'est le mot, il n'y a pas autre chose, et ça a dérapé jusqu'au Sénégal. Finalement, c'est un enchaînement de situations catastrophiques, de massacres et tout, de part et d'autre, mais tout est parti de la Mauritanie, de ces situations de pourrissement que connaissait la Mauritanie, de la cohabitation mal cadrée, je dirais, injuste et tout. Il n'y avait pas de rapport bien établi. L'État s'en est mêlé et a tout mélangé aussi. Et c'est un truc incroyable. Moi, je crois qu'il faut un vrai universitaire pour expliquer ça. C'est trop fort pour un sergent. Ça, je vous l'avoue. Hein? Il faut vraiment des gens vraiment d'un certain truc pour expliquer tout ça. Tout ça a fait que il y a eu les massacres des militaires dans les camps, à Inal, à Zreida, des camps militaires. Ça, on ne peut pas dire que c'était des abus. Hein? C'est des Mauritaniens noirs. C'est une seule ethnie qui a été massacrée. Plus de 500 militaires. La police qui était commandée par Élie, l'actuel homme fort, qui se dit maintenant le saint des saints et qui nous donne des leçons de démocratie et de réel politique, était chef de la police. Donc,
comptable des tortures et des massacres qui ont eu dans les commissariats, hein? Cheville ouvrière de l'épuration ethnique de Taya, il est au centre. Il est totalement au centre de tout ça. Parce que c'est pas pour rien qu'on peut rester à la tête de la police pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il était chef de la police. Pendant 20 ans, il n'y a pas un rapport qui soit écrit, qui soit passé sans que le monsieur voie. Il voyait le chef d'État comme il voulait. Et quand il continue, hier seulement à Kédi, il parlait encore de ce qui s'est passé. Les réfugiés, il les appelait aventuriers. Hein? Ce qui veut dire qu'il ne renie en rien cette vision-là. Moi, je me dis même quelque part, peut-être que c'est lui qui inspirait Taya. Je me demande si on ne s'est pas trompé. Parce que moi, je vois, au fil de ses discours, il se dévoile. Et il surprend. Moi, je me dis que la communauté africaine, de Mauritanie en tout cas, doit être vraiment vigilante. Vigilante parce que ce qui se prépare, c'est quoi? Il veut sortir. La transition va aller jusqu'en 2007, mars 2007. Il va quitter le pouvoir. Qu'est-ce qu'il prépare? Un retour comme à la Toumani Touré. Sauf que Amadou Toumani Touré n'a pas fait 20 ans de chef de la police au Mali. Il n'avait pas massacré, mais celui-là, il a massacré. Moi, je vois un plan froid, intelligent, un vrai manipulateur qui est là, à la tête de l'État. Parce que cette transition, c'est quoi? Je vais t'arrêter, Ousmane, Oui. pour deux raisons. D'une part, parce qu'il reste 1 minute sur la cassette, Oui. et de toute façon, il va falloir arrêter. Donc, il faut comme ton histoire est assez prenante, il faut. Bah, Ousmane, raconte-nous un peu l'arrestation, alors, que si tu peux raconter un peu plus de détails. Hein. Bon, j'ai été arrêté le 22 octobre 1987. Et c'était, mon fils venait avec à peine 10 mois. Et ma femme, celle qui est là, la bonne dame avec qui je vis encore, c'est avec elle. Elle était partie chez elle à Linguère pour faire le bébé et tout. Elle n'était pas revenue encore. Et j'ai été arrêté le 22 octobre. Mon fils avait 7 ans. 7 mois. Et ils vont apprendre ça par voie de presse. Hein. Il y a des arrestations à Nouakchott, tout ça. Et mon oncle a dit, Ousmane est arrêté, machin. Ma mère est venue, est restée à Nouakchott jusqu'à la fin du procès et tout. Un procès bidon, j'ai 20 ans de travaux forcés. Et des amis, 3 camarades ont été exécutés. Et moi, vous avez pu organiser une défense ou comment ça s'est passé? Défense bidon, moi je ne peux même pas vous dire mon avocat c'était qui. Franchement. J'ai rencontré quelqu'un une seule fois, vraiment qui semblait prendre note, et qui était arabisant d'ailleurs. Moi je ne comprends pas, donc hein, vous voyez le genre qui a pris des notes n'importe comment, ils étaient partis. Et c'était une grande salle dans une caserne militaire, on était par terre, menottés les uns sur les autres. Depuis l'arrestation, on ne s'est pas douché, rien, on était sale, on n'avait plus de culottes, rien. Les treillis avaient commencé à... Voilà, hein, derrière, quand on se levait, on voyait carrément les peaux des fesses. C'était insupportable. Hein. Horrible. Je le dis en rigolant parce que ça me permet de passer ça, mais c'était indescriptible ce procès. Vous étiez combien dans ça? En procès? En procès, on était à peu près dans l'ordre d'une 50aine, disons. Ah oui. Voilà, je ne me rappelle pas exactement, mais j'ai tout noté sur ce point-là, quoi, le nombre. À peu près 38 condamnés, 3 exécutés, les autres 20 ans, travaux forcés, perpétuité. On est parti, on nous a amenés à Warata. Et on va rester 1 an et quelques sans avoir de nouvelles de ma famille. Je n'avais pas de nouvelles. Ils n'avaient pas de nouvelles. Pour eux, encore, lorsqu'ils ont appris par RFI qu'il y a un SAR parmi les exécutés, pour eux, c'est moi, déjà.
Et ma femme vivait seule avec ma mère, Et là, c'est un côté que j'aime pas trop souvent. Et ils vivaient seuls. Et ils sont restés jusqu'à ensemble. Et puis les gens venaient, disaient à ma femme, mais ton mari est mort, toi, il faut rentrer chez toi. Parce que ma femme, je disais, elle est de là-bas. Elle est de Linguère, elle est Wolof et Peul, donc elle est de là-bas. Alors il faut aller, tu vois. Elle disait non, elle est restée. Elle est restée 4 ans comme ça. 4 ans jusqu'en 91 qu'on soit libéré. Et puis... Sans savoir que tu étais encore vivant. Il est resté 2 ans sans savoir que je suis vivant. Et après, ils ont permis les visites. Il est venu une fois à Ayoun, je l'ai vu. Il est reparti et c'était les événements, le début des événements. Donc, ce qui fait que jusqu'à ma sortie, elle ne pouvait pas venir. Elle ne pouvait pas venir. Même si les autres détenus, dont les femmes les épouses étaient restées en Mauritanie, étaient en Mauritanie, venaient. Elle ne pouvait pas. Et surtout, elle n'avait plus de nouvelles. Il y avait coupure entre le Sénégal et la Mauritanie. Les téléphones ne passaient plus, rien ne passait. Donc, voilà. Et de toutes les façons, ce n'était pas autorisé. Hein. On ne pouvait pas avoir ni courrier, ni quoi que ce soit. Donc, ça, c'est coupure ou pas. Il n'y avait pas moyen de l'avoir. Mais parfois, les gens qui sont en ville, les frères, parce que j'avais des frères aussi là-bas et tout ça là, ils se débrouillaient pour essayer de me rassurer. Mais finalement, eux aussi n'avaient pas beaucoup plus d'informations que moi parce qu'il y avait coupure, de toutes les façons. Ils ne pouvaient pas avoir des nouvelles. Donc je suis resté comme ça jusqu'en 7 mars 91, où on a appris par voie de presse d'abord qu'on était libre. Et avant que le gouverneur d'Ayoun vienne nous voir pour dire que bon, vous êtes libre, vous êtes gracié. Donc il nous a mis dans des voitures pour Nouakchott. Juste avant qu'on quitte un peu la prison, comment vous avez eu des informations des événements à 89 là? Oui. Parce que vous étiez à Inal ou à... Non, on était à Ayoun. Mais à l'époque, on avait des radios, des petits postes transistors là. Donc on suivait ça. Et les gens, parce que lorsqu'ils ont commencé à massacrer et tout, à tuer les gens dans les camps militaires, pour faire diversion, parce qu'il y avait des TNUC, des Djigotafsir et tout qui sont morts en prison à Walata, pour faire diversion, ils ont permis aux gens de nous voir, de venir nous rendre visite. Et donc, paradoxalement, pendant qu'ils massacraient à Inal et tout ça là, nous on était très bien traités pendant ce temps-là. On nous donnait des habits. Maintenant, ils ont dit à nos épouses de venir nous voir. Il y avait des matelas, il y avait des trucs et tout. Donc, les gens qui venaient nous voir, ils disaient, tout allait bien dans le pays. Alors que, au même moment, les 6 Mamadou là étaient massacrés à Inal. C'est au même moment. Au même moment, quand ils charcutaient les gens dans les bases militaires, nous, on était paradoxalement sauvés par ça. Il permettait aux gens de se détourner, de venir nous voir, parce que les prisonniers de Walata, c'était devenu connu mondialement. Donc les organisations des droits de l'homme et tout, comme la CICR et tout, je sais pas, Amnesty et tout ça là, tous ces gens-là ont fait pression. Hein? Donc, eux, ils permettaient à ces gens-là de venir. Hein? Il y a une ouverture. Donc finalement, on disait, bon, il n'y avait rien. Comment se fait-il que ces gens-là, ils sont si bien traités? Donc, personne ne pouvait se douter de ce qui se passait dans les camps. Des massacres horribles qui sont faits dans les camps militaires. Et c'est ça qui est plus... Parce qu'on peut comprendre encore que si c'était des massacres simplement de population civile, on peut dire que bon, machin, dans tel village, il y a eu ça. Mais dans des camps militaires. Donc, l'État connaissait, savait. Le président savait. Hein? Et c'est lui qui était aussi ministre de la Défense. C'est le président qui était ministre de la Défense. Il savait. L'actuel, donc, qui était directeur de la Sûreté à l'époque. Donc, il savait. Donc, on revient au même truc. Mais ce que je ne comprends pas bien, c'est que vous étiez enfermé à Inal. Walata. À Walata. Et puis ensuite, on a été transféré à Ayoun. Ayoun. Ayoun.
Mais dans ces camps-là, il y avait quand même du passage en 89. Il y a des gens qui sont passés par là. Non, nous, on n'était pas dans un camp. Ah oui. Parce qu'à Walata, c'est un fort, les deux, que ce soit Walata et Ayoun, c'était des forts qui étaient construits par l'armée française, je crois les années 44, 45 comme ça. Voilà, bref, je ne sais pas exactement, qui étaient construits par les Français, ça c'est certain. Mais ce n'étaient pas des camps. Ils l'ont érigé en prison, pour nous. C'est tout, pour nous. Ce n'était pas des prisons avant. Donc, ils ont transformé ces forts en prison vraiment forteresse. Voilà. Donc, ce qui fait que les autres, parce que nous, on avait arrêté en 87, il n'y avait pas encore les événements, hein? Il n'y avait pas encore les massacres. Donc, ça aussi, c'est parce que les premiers arrêtés vraiment militaires, c'était nous. Puisqu'il n'y avait pas encore ces massacres, au moins sur le plan encore, je vais dire, le pouvoir était un peu civilisé encore. Hein? Même s'ils les ont torturés, même s'ils ont tué quand même 3 personnes, mais les massacres, ce n'était pas à grande échelle avec nous. Donc, il y avait un semblant encore de cohésion, disons, dans l'armée, même si les gens gardaient chacun les distances et tout. Mais c'est ça. Mais en 91, avec les autres, c'était fini. Parce que 89 est passé par là, 87 est passé, le manifeste est passé avant 86. Donc, pour les Maouyas, c'était clair maintenant, c'est la guerre. Quoi. Et ce n'est pas simplement guerre, il faut exterminer parce qu'ils sont plus puissants. Ils ont tous les moyens. Il faut régler ça. Voilà. Il faut que quand on termine avec ces gens-là, qu'ils ne lèvent plus jamais le petit doigt. Et c'est tout. C'est ça le problème. La logique. Et donc vous étiez libéré suite à la défaite de M. Saddam Hussein? Oui, tout à fait, absolument. On a été libéré suite à sa défaite. Parce que nous, effectivement, parce que là aussi, un tout petit peu de truc, pour dire l'état d'esprit, les scouts que Saddam Hussein lançait sur, comment on l'appelle, sur Israël, même si on dormait, parce qu'il est lancé en général de nuit, bon, le premier scout, moi j'ai entendu un soldat crier, un garde, quoi, il était tellement content. Lorsqu'il a crié, j'ai réveillé mes camarades, on était 3 dans une chambre déjà, je les ai réveillés, Moussa et Amarsa, j'ai dit, debout, ils ont dit quoi? J'ai dit, il y a quelque chose, on est mal barré, Saddam Hussein est en train de massacrer les alliés là. Hein. Ils ont dit, pourquoi? Il dit, parce que, allumez les postes, parce que le garde qui a crié là, ça doit être contre nous. Effectivement, on ouvre le truc, c'est le premier scout là, pour dire l'état d'esprit. Donc moi, chaque fois que Saddam faisait ça, ce jour-là, j'étais pas bien. Et nous, lorsqu'il y avait une réaction des alliés sur... et lorsqu'ils ont commencé à gagner du terrain, nous, les détenus, on était très bien. Tu nous voyais bien. Donc, on sentait plus que tous les autres la guerre du Golfe. On savait que notre sort était lié quelque part à ça. Si Saddam est battu, il y aura des répercussions en Mauritanie, sur la politique pro-bassiste de la Mauritanie. Et comme nous savons que la politique, le monsieur, c'est pas un monsieur courageux, parce que des gens, on était avec des officiers qui le connaissaient aussi. Ils disaient que de toutes les façons, et là ils ont dit vraiment ça, si Saddam perd, on sort de prison. Et c'est vrai. C'est vrai. Et donc moi j'ai dit qu'il va perdre parce que de toutes les façons, même s'il est puissant, il ne peut pas être plus puissant que tous les alliés, c'est pas possible. Donc voilà. Donc cette guerre est venue pour nous. Pour une fois au moins, on peut dire qu'une guerre, nous, vu de notre côté, utile c'est pour nous, parce que sinon, voilà. Donc vous êtes libéré en 91. Votre femme a pu venir entre-temps parce que 91... Non, 91, les frontières étaient encore fermées. Ils étaient fermées. Moi, qu'est-ce que j'ai fait lorsque je sors? La première chose, bien sûr, je vais voir, parce que j'avais travaillé à la Poste. Et ça va être utile. Je vais voir les techniciens de la Poste. J'espère qu'ils ne seront plus poursuivis pour ça. Et ils m'ont aidé. On est parti vraiment, on est sorti de la ville.
Et il y a un copain qui a escaladé les poteaux, un technicien, pour brancher et tout. Et on a pu téléphoner à ma femme. Il y avait coupure, mais eux, ils savaient faire, parce que la coupure, c'était à ce niveau, c'était au niveau du centre de liaison radio-téléphonique de la Poste. Et j'étais au chef poste avant, donc je connaissais beaucoup de gens là-bas, je suis parti, ils ont dit, lorsqu'ils m'ont vu, ils ont tous sauté sur moi et tout. J'ai dit, bon, venez les gars, j'ai un souci, ma femme, je veux la pas. Ils ont dit tout de suite, ils m'ont emmené, voilà, dans une petite fourgonnette Renault de la Poste. Au moins, j'ai fait une petite pub pour Renault, là. Ils m'ont emmené, on a escaladé un poteau, ils ont mis leur truc technique et puis on a pu parler avec ma femme. J'ai dit, bon, je venais. Venir maintenant, ça posait un problème parce que la frontière était fermée. Et quelques jours avant que je passe, ils avaient fusillé quelqu'un à côté de Bogué. C'était le village là, c'est Dar Haleb. À côté de là-bas, ils ont fusillé quelqu'un. Les gardes frontières avaient tiré sur quelqu'un. Donc je suis venu à l'UNICEF à Bogué et quelqu'un m'a amené dans un petit village qui s'appelle Ngoral Guidal, de Ngoral. Alors il m'a déposé là-bas, il m'a dit, tu te débrouilles, je te dépose là-bas, je viens vite. Parce qu'il y a des agents de renseignement partout, il avait peur, il m'a déposé là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je descends là-bas, les gens de Ngoral, charmants et tout, pêcheurs comme moi, je me présente et tout, ils disent bon, vraiment, je les remercie, vraiment, superbement, ils m'ont aidé et ils m'ont fait passer la frontière la nuit, voilà. Et la nuit, ils ont descendu une pirogue et il ne faut pas que quelqu'un bouge, pas de bruit, parce que les gardes étaient tapis un peu partout. Après, ils faisaient des trucs et ils n'hésitaient pas à tirer sur tout ce qui bouge. Parce que le problème, c'est que la nuit, les gardes avaient peur. Il y a des gens qui traversaient, qui commençaient à s'organiser un semblant de début de mouvement armé. Et ils avaient peur. Donc, ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Et j'ai traversé comme ça. Et j'ai traversé la date... je n'ai pas retenu la date, mais un repère. Lorsque j'ai traversé par Ngoral, je suis parti à Galoya. Galoya, je suis venu à Haïrelao. Haïrelao, c'est là-bas où j'ai appris par radio qu'il y a des soldats sénégalais qui étaient partis lors de la guerre du Golfe et qui se sont écrasés à quelque part en Arabie Saoudite. Il y avait à peu près 80 soldats. Voilà. Les gens... Donc ça, c'est un repère. Et puis voilà. De là, je suis parti sur Linguère. Voilà. Et puis, jusque-là, je n'ai pas remis pied en Mauritanie. Et aujourd'hui, ça serait possible de faire un retour là-bas ou tu es toujours... Là, c'est possible. Mais moi, je l'exclus actuellement, à l'heure actuelle. Mais par conviction, parce que ce que je n'ai pas dit pendant tout ce truc, le militant Ousmane aussi était en train de se faire, quoi. De se faire parce que c'est vrai, c'est la gestion de la cohabitation qui a fabriqué Ousmane. Hein. Voilà. C'est donc, on vit une situation, on mûrit, on réfléchit. Ensuite, j'ai fait la prison avec des cadres négro-africains. C'est des gens des universitaires, des ministres, des officiers, y compris supérieurs. Donc, c'est pas n'importe qui. Et là, ça m'a beaucoup forgé en prison. J'ai beaucoup appris en prison. J'ai beaucoup appris. Et là, quelque part, moi, franchement, sans complexe, sans rien, c'est-à-dire, ce combat-là pour la justice, en tout cas en Mauritanie, est mien. Je le sens parce que c'est pas que je le sens, c'est la vérité. Parce que j'ai été témoin de choses, j'ai vécu une histoire, que c'est pas normal que je tourne la page comme ça. Que je tourne la page et puis ça y est, je suis parti, quoi, ils sont morts, ou bien pour rien, et puis on y va. Non, au moins pour le droit de l'homme, pour la justice, pour la vérité, je dois témoigner. Simplement ça. C'est ça le sens de mon combat. Parce que c'est ça. Les gens qui étaient massacrés déjà à Zéry, qui ont été fusillés, les Saïd Ba, Sarah Moudou. Je vis ici avec leurs parents.
et qui me connaissent, ils savent que j'ai vécu avec eux, il y a cette expérience-là. J'ai pas le droit de tourner la page comme ça et de décevoir, c'est pas possible. Donc, ce qui fait que le Ousmane, certes, travailleur simple, ordinaire, ça s'est passé. Hein? J'ai une cause à défendre là. Moi, ça c'est vrai. C'est cette cause-là qui fait que je crois que la communauté internationale, les négro-africains, négro-mauritaniens, les Mauritaniens tous, qu'ils soient arabes, justes, en tout cas tous les justes, ils n'ont pas le droit, comme ça, de tourner la page comme de rien n'était, et puis dire voilà, c'est bon quoi, ça c'est l'expérience, on a vécu ça, comme ce que dit l'actuel président là, ça arrive à tous les pays, on tourne la page, mais il faut tourner la page comme il le faut, dans le bon sens. Et c'est quoi le bon sens? C'est dans le sens de rendre justice à ça, et puis se réconcilier. C'est ça. Si la justice ne passe pas, on ne peut pas bâtir une société juste. C'est pas possible. C'est pas possible parce que nous, dans notre association, qu'est-ce qu'on fait? On parraine des orphelins en Mauritanie. Il y a un collectif de veuves à Nouakchott. Comment on peut? Ousmane, je vais te couper parce que j'ai pas envie que tu me parles de l'association tout de suite. Non, d'accord. La période où tu rentres, raconte-moi comment tu es arrivé au village. Tu as vu ta femme pour la première fois depuis des années. Oui. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Lorsque je suis venu pour la première fois, parce que les gens, pour eux, j'étais mort déjà. Donc ça a fait un vraiment truc de sympathie. Et les gens venaient me voir de partout, du Fouta, de partout. Hein. Les gens traversaient de Mauritanie, essayaient de venir me voir là-bas. Bon, les autres qui avaient fui, là, des anciens co-détenus aussi qui avaient fui, qui sont partis se réfugier un peu partout, jusqu'à Dakar aussi, bon, venaient. Donc ça a fait que, quelque part, voilà, c'est un miraculé qui revenait. Et dans un premier temps, j'étais méfiant quand même, ça c'est vrai. Dans un premier temps, lorsque je suis venu, j'étais un peu choqué, disons, de tout ce que j'ai vécu, même si ça ne paraissait pas. C'est vrai. Mais on a une société formidable aussi, des gens, ils te remontent vite fait. On n'a pas de clinique de psychothérapie pour passer devant un psychologue et tout ça, mais non, mais c'est toute la société qui se retourne autour de toi, à ton chevet, pour te remonter le moral. Et je me suis remis rapidement, franchement. Vraiment, j'ai toujours été optimiste aussi en privant, ça c'est vrai. Donc, sur ce plan-là, j'ai pas eu tellement de soucis. Et comme je disais au point de vue familial aussi, j'étais soutenu. Donc, parce que ma femme, je ne sais pas si sa famille est riche. Donc, il n'y avait pas de problème sur ce plan-là. Sur le plan matériel, j'avais pas de problème. J'avais pas de problème. Donc, mais maintenant, j'étais habité par le besoin pour moi d'aller retrouver ceux qui avaient traversé pour vraiment continuer le combat là contre l'injustice en Mauritanie. Ça, c'est devenu prioritaire pour moi. Il faut que je retrouve les camarades. Voilà, c'est tout. Je ne suis pas sorti en me disant maintenant ma femme, elle le sait. Je dis non, elle le sait, elle m'a suivi. Elle m'encourage aussi, elle m'a encouragé sur ça. Parce qu'elle sait que je tiens parfaitement à ça. Et ça m'habite, ce besoin de justice. Ouais, ça m'habite. Donc, voilà. Donc, 91, Sénégal. Et les années sénégalaises, alors? Rien de... Parce que là, je suis venu ici en 94. Rien de spécial. Rien de spécial parce que j'étais complètement... L'annonce de la démocratisation que Taï avait fait en 92, tout ça là, moi, je n'ai pas cru, d'ailleurs. Effectivement, je ne me suis pas trompé. Mais malgré les camarades qui continuaient à m'appeler, je m'entraînais avec eux, je les voyais dans les camps de réfugiés, je partais, je restais quelques jours, je voyageais et tout.
Et certains disaient, bon, est-ce qu'il ne faut pas aller profiter de ça pour faire quelque chose à l'intérieur? Est-ce que, voilà, c'était un éternel débat. Et aussi avec la volonté des autorités sénégalaises de ne pas permettre que quelque chose se fasse contre la Mauritanie. Donc ça fait que ça nous a calmés, il faut le dire. Et moi, parce que vous étiez tout de suite en contact avec les flammes, avec vos camarades? Tout de suite. Parce que depuis la prison, moi, franchement, c'est là où je les ai connus, en tant que je les ai côtoyés, quoi, les dirigeants quand même. Et tout de suite, je me suis mis en rapport avec eux aussi. Et voilà, mais on voyait, point de vue moyen et tout ça là, à l'époque, il y avait la conjoncture n'était pas favorable du tout. Les pays limitrophes faisaient pression, nous contenaient, il n'y avait pas de moyens, les gens étaient terrorisés par un pouvoir sanguinaire qui sévissait sur toute la vallée et tout, donc c'était pas facile. Même quand tu te déplaces, qu'ils traversent clandestinement aussi, tu as peur qu'on te dénonce tout de suite, parce que voilà, partout ça n'allait pas, on n'avait plus confiance aux uns et aux autres, donc ça a ralenti beaucoup vraiment le décollage des organisations en général, quoi. Donc voilà. Mais point de vue, mon séjour là-bas, franchement, c'était nul, quoi. C'était nul dans le côté militant, rien d'extrêmement précis, parce que voilà, moi je n'étais pas prêt à l'époque. Et c'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, vous avez décidé de venir en France? J'ai décidé de venir parce qu'il y a ma soeur qui est là, qui était là depuis plus de 30 ans déjà, elle vit là, elle a des enfants et tout. Elle n'arrêtait pas lorsque j'ai quitté déjà. À Nouakchott déjà, elle n'arrêtait pas de me dire de venir. Elle m'a envoyé un premier billet, j'ai dit non, c'est pas possible, je ne peux pas venir. Pour moi déjà, j'avais un problème, m'éloigner trop de la Mauritanie, c'était pas efficace. Moi, c'était ça mon point de vue. Je ne voulais pas m'éloigner de trop. Parce que m'éloigner de là-bas, du sud mauritanien, c'était pas efficace. Donc moi, j'étais plutôt porté à l'époque, honnêtement, sur l'action tout de suite. Ça, c'est vrai. Ce que je voulais, c'est voir des gens qui étaient décidés, déterminés, et puis aller avec eux, quoi. Voilà, se battre. Mais bon, la conjoncture n'était pas... c'était pas ça. Et j'ai hésité longtemps. Donc, ce qui fait que de 91 à 93, bon, je suis resté sans rien faire, vraiment. Et puis, j'ai décidé de partir. J'ai dit bon, parce que les gens, au moins ici, j'entendais qu'ils manifestaient, qu'ils machinaient. J'ai dit bon, on va voir. Et aussi, ma femme avait beaucoup souffert de cet état et tout était choqué. Il fallait que je souffle un peu, déjà. Donc, notre premier enfant qui était né, on fera le deuxième ici en France, et 12 ans après. Donc, vous voyez, ce qui fait que il fallait que je la permette, parce qu'elle l'a mérité aussi, de vivre un peu, de souffler un peu, et puis voilà. Et vous êtes arrivé ici en 94, ouais. En tant que famille? Seul, d'abord. J'ai déposé le statut de réfugié. Je l'ai eu tout de suite, franchement, je l'ai eu assez rapidement. Et j'ai commencé d'abord à travailler à gauche à droite, comme tout le monde, vie d'immigré, quoi. Quand tu as le statut, maintenant, tu es un immigré, un travailleur immigré. Et tout de suite, on a commencé, un an après, créer l'association AVOM, l'association d'aide aux veuves et orphelins de militaires mauritaniens. On était à peu près 7 comme ça au départ, une dizaine en tout cas. À l'époque, c'était vous, c'était Diagana, c'était... Voilà, c'était Soumaré, Kan, Aruna, Diagana, Fall Demba, Diako Tierno. Tous les anciens militaires. Les anciens militaires, tous, que des anciens militaires. Voilà, Si Mamadou. Voilà, à peu près. On a créé ça. Bon, l'association
non plus, c'était pas facile parce que la vie d'ici. Donc, on se voyait, il n'y avait pas de calendrier bien défini. On n'a pas fait grand-chose, absolument rien d'ailleurs à l'époque. Voilà, on a changé de président en président jusqu'à l'arrivée de Dia Ousmane. Dia Ousmane a vraiment travaillé. C'est le premier à travailler sincèrement pour l'association. Et oui, il a donné tout ce qu'il avait. Finalement, on a eu une petite crise suite de l'affaire Babi Ousseynou, un colonel qui était là, attaché militaire. Et après, on a fait scission. Diagana, Soumari sont partis créer l'OVDH. Et nous, on est restés dans la VOM. On est resté là-bas, nous aussi, sans faire grand-chose, franchement. On partait, on venait. Rien d'intéressant, absolument. Et puis, on a déposé une plainte en 2002. Et à la suite de ça, en 2004, moi, je me suis présenté au poste de président de la VOM. J'ai été élu. L'autre président n'a pas accepté. Rebolote, une petite scission ou je ne sais pas quoi, comment on peut l'appeler. En tout cas, pour nous, on les a exclus. Pour eux, c'est la VOM, un problème comme ça. Et entre-temps, quand même, on a fait quelques petites actions. On a redonné quand même une certaine image de la VOM, vraiment. On a fait des actions humanitaires au pays. Là, en ce moment, on jette la campagne de caravane de santé pour aller dans les camps de réfugiés avec des soins, des médicaments et tout ça, là, faire les camps. Et voilà. Donc, et puis là, on a un bon rapport avec les organisations qui sont en Mauritanie, les partis politiques mauritaniens, en Mauritanie même, les hommes politiques, on a élargi un peu le truc. Et les Maures qui sont progressistes aussi, qui acceptent la justice, ils sont nombreux, heureusement. Hein, c'est vrai. Ils sont très nombreux d'ailleurs, heureusement, c'est l'écrasante majorité. Mais seulement c'est une volonté politique qui fixe un peu les règles du jeu. Et contre cette volonté politique malsaine de mettre l'autre sous domination de l'autre composante, il faut que tout le monde se lève. Voilà. Et jusqu'à présent, on est en train de... On est ça. Donc les actions humanitaires, alors il y a deux choses que la banque fait, c'est d'une part la plainte, qui est déposée en 2002, vous dites 2002. Et la deuxième chose, c'est les actions humanitaires. Oui. Donc raconte un petit peu la situation dans les camps et les actions humanitaires. Oui, dans les camps, moi je me suis rendu dans les camps en 2004. J'ai fait quelques camps. J'ai vu la situation précaire, de détresse dans laquelle ils vivent. Au retour, j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on aide ces camps-là. Qu'on fasse quelque chose. On a commencé à cotiser parce que la VOM n'a pas de subvention du tout. Donc, c'est nos activités et les cotisations des membres, quoi. À l'INISA, on a envoyé de l'argent au camp, déjà de Ndioum, de mairie, et avec l'appui des autres organisations comme l'AFMAF, l'Association des femmes mauritaniennes du fleuve, on les a vus pour dire que dans le camp de mairie, il fallait une enseignante. En tout cas, j'avais trouvé une enseignante qui enseignait bénévolement, qui n'avait pas de rien. J'ai dit, il faut que, s'ils peuvent aider et prendre l'enseignante en charge, payer pour l'enseignante, c'est fait. Donc c'est l'AFMAF qui paye l'enseignante de mairie, actuellement, qui donne des cours à mairie. Et nous, on a envoyé des sous de soutien aux enfants de ce camp et aux enfants de camp de Djoum. Et en Mauritanie même, dans le pays, on travaille avec le collectif des veuves. Le collectif des veuves, on envoie de l'argent aux familles de ce que nous appelons des martyrs, des gens qui ont été exécutés et tout, leurs familles, leurs enfants, leurs veuves. Elles sont regroupées dans une association, le collectif des veuves, on les envoie de l'argent, des listes. Et quand ça vient, ils appellent par truc, ils donnent. Et le collectif des rescapés militaires. Les hommes aussi ont fait un collectif. On travaille aussi avec eux. Tout récemment, ils ont fait un recensement en Mauritanie de tous les rescapés. On a donné de l'argent on les a appuyés, en fait, pour qu'ils fassent ce travail. Parce que le truc aussi, c'est de
quand ce sera possible, de porter plainte contre Taïa en Mauritanie même. Et là, en ce moment, c'est pas possible. Et pendant ce temps, il faut qu'on recense, qu'on regroupe les preuves qu'ils ont, qu'ils regroupent les preuves, et ça, il faut de l'argent, il faut qu'ils se déplacent. Et là, quand ils ont envie d'aller comment on appelle ça, dans les trucs internationaux, comme là, récemment, ils sont à Banjul. Il y a un représentant du collectif des veuves et un représentant une représentante des veuves et un représentant du collectif des rescapés qui sont partis. Ça, notre association finance ces genres de déplacements aussi. Voilà. Donc on est vraiment présent et tout le temps avec eux, et de tout cœur. Et eux aussi, quand ils ont des soucis, ils nous disent, bon, il y a tel et tel, et puis on essaie de mettre sur la place publique ce qu'on glane par-ci par-là comme information sur leurs conditions de vie, leur lutte et tout. Voilà. Et l'histoire de la plainte alors, 2002? Oui, l'histoire de la plainte, on a été reçu récemment par le procureur fédéral du parquet de Bruxelles, maître Philippe, le procureur Philippe Maire, qui nous a reçus. Et on doit être entendu sous peu en Belgique. Et après ça, il va mettre sur pied un comité de magistrats. Le comité de magistrats devra dire ce qu'il pense de ça. Et il pense qu'il va envoyer une commission rogatoire en Mauritanie pour enquêter sur tout ce qui s'est passé. Et quand il aura tous ces éléments, entendu l'avis du comité de magistrats, plus les éléments que la commission rogatoire va chercher en Mauritanie, il va voir s'il faut délivrer un mandat d'arrêt contre Oultaya. Voilà, c'est ça. Tu as dit que les réactions du gouvernement actuel ne sont pas spécialement favorables. Ah, absolument, parce que nous, on a remarqué depuis avant-hier que son discours durcit vraiment terriblement, et pourtant nous, on a évité un peu de le mettre en première ligne, pensant le doute, il n'y a pas de doute permis, il était chef de police, mais on voulait voir jusqu'où, qu'est-ce que lui, il propose pour nous, hein? Qu'est-ce qu'il a entre ses mains. Mais lui, apparemment, ses réactions, ça rappelle vraiment terriblement les réactions de Oultaya. Voilà, notre pays ne connaît pas le racisme est importé, c'est des gens qui l'ont amené ici, notre peuple digne ne connaît pas ça, machin. Et pourtant, les gens qui ont été massacrés dans les camps ont été par des Mauritaniens. Et bizarrement, quand on dit qu'il n'y a pas de racisme, mais on note que tous ceux qui ont été massacrés, ce sont des Noirs. Et si on ne parle pas d'ethnie, il dit que ça n'existe pas, l'ethnie machin, et tous aussi sont d'une même ethnie, dans toutes les régions. Donc ça, c'est bizarre. Là, il faut qu'il donne des explications sur ça. Je veux bien. Il n'y a pas de racisme en Mauritanie, on veut bien. Mais comment expliquer que tous ceux qui ont été massacrés, c'est des Noirs? Et qu'on a massacré comme ça, sans décision de justice, sans rien, comme ça, et ou dans des casernes militaires. Les gens qui ont été massacrés, on connaît, en dehors des camps, on ne connaît même pas le nombre. Et lui, qui parle de ça, c'est en ce moment, qui se radicalise, c'est lui qui était le chef de la police. Donc certainement, il a des informations qu'il doit livrer à la justice. Donc cette plainte contre Aya le désigne aussi au premier plan. Moi, je comprends qu'il réagit comme ça, qu'il soit vraiment amer. Mais de toutes les façons, pour nous, on n'est pas pressé. Si c'est pas en Belgique, ça va être en Mauritanie, forcément. Un de ces 4 matins. Mais on ne peut pas, on ne tournera jamais la page. Voilà, sans que justice soit rendue. Ça, on le doit à tous ces victimes vraiment mortes pour rien. Pour rien. Donc ça, certainement, un jour, il répondra. Lui, l'actuel, l'ancien, et tous ceux qui ont trempé dans cette sale histoire. Ils doivent donner des explications. Ça, c'est ça. Et si on veut maintenant bâtir c'est ça, quoi, le prix qu'il faut pour bâtir une nation
hein, d'ici des décennies peut-être à venir. Et l'évolution de la politique des flammes, là, parce que ça fait, tu as continué les liens une fois arrivé en France aussi, je suppose. Oui. Pour les flammes, et ça, notre association est très claire là-dessus. On peut être membre de l'association et appartenir au courant politique qu'on veut. Donc je suis membre des flammes. Là, je peux le dire tranquillement. Surtout je suis dans mon salon, je peux le dire. Et vraiment très fier d'être membre des flammes, franchement. Parce que c'est des gens vraiment qui posent le problème mauritanien comme il faut. Et qui ne sont pas, contrairement à ce que dit Elie, extrémistes ni racistes. Non. C'est des gens qui disent, voilà la situation que nous vivons. Essayons de remédier à ça. C'est des gens qui aiment leur pays aussi, qui aiment leur patrie. Mais qu'on ne donne pas l'occasion vraiment de le prouver autrement. Déjà ça c'est pas mal, parce que tirer là sur la sonnette d'alarme, dire attention, en 83 il n'y avait pas encore d'exécution, il n'y avait rien, ils ont dit. Hein? Et l'histoire de la Mauritanie les a donné raison. Ça, on ne peut pas les en vouloir. Parce que c'est pas qu'ils ont suscité. Qu'est-ce qu'ils font comme si c'est les flammes qui ont suscité ce qui s'est passé. C'est pas vrai. Les flammes, c'est pas Radio 1000 Collins au Rwanda, non. C'est pas ça. Et ils ont dit, bon, on a un tel problème, la cohabitation, il y a un problème, posons ce problème-là. Et voyons comment on peut remédier ça, comment on peut harmoniser les choses. C'est des gens qui ne sont pas du tout il faut broyer du noir, il faut tuer les Arabes, il faut tuer les Mours, non. C'est des Mauritaniens, voilà. Mais c'est un problème, c'est troublant. Comment on peut expliquer à un Mauritanien qui, après chaque sortie de conseil des ministres, par exemple, que sur une vingtaine de nominations, et ça continue encore aujourd'hui, qu'il n'y ait pas un noir. Comment on peut l'expliquer? Comment on peut expliquer que les responsables des banques, que tout soit détenu par une seule ethnie? C'est pas possible. Comment on peut expliquer que les officiers supérieurs soient d'une seule ethnie? Comment on peut expliquer que les postes clés, que les bourses d'études soient entre les mains d'une seule ethnie? C'est pas quelque part, le partage n'est pas bien fait. Et c'est ça que nous disons. C'est ça que nous disons aux flammes. Et on ne mélange pas les choses. Les flammes sont les flammes. Les associations comme la VOM, c'est des simples associations. Ça ne peut pas aller au-delà. Humanitaires qui recoupent des gens aussi qui ne sont pas des flammes, qui sont d'autres trucs. Avant, on a eu des gens qui étaient dans, comment on appelle, l'autre mouvement, Alliance Patriotique. On a eu un officier qui était là-dedans, qui était membre de la VOM. Là, en ce moment, il y a la scission, il y a quelques éléments qui sont de Flamme Rénovation. Hein? J'ai dit quelques, voilà. Donc, c'est pas... Et la MND, ou je ne sais pas comment il s'appelle là maintenant oui, ça c'est ça c'est un vous êtes bien informé. Ça c'est les gens qui croient le faire d'habitude avant avec les flammes, moins maintenant, parce que parce que eux ils se sont trompés, ils se sont trompés dans leur analyse, parce que c'est des gens aussi simplement, que je le dis dans mon truc, qui croyaient que les Mauritaniens ne pouvaient pas voter jusqu'à ces extrémités-là. Malheureusement, ils se sont trompés. Et voilà, quoi. Moi, là, je l'ai... Et comment vous voyez l'avenir avec le processus de transformation qui est en cours là? Est-ce que vous estimez que c'est un processus qui est assez ouvert pour faire face à ces problèmes? Ou est-ce que votre sentiment, parce que ça fait quand même un an presque maintenant depuis le coup d'État, est-ce que votre sentiment c'est que c'est un processus qui n'est pas assez ouvert pour véritablement faire face à cette histoire-là? Bon, là je crois que le processus, c'est-à-dire là où on ne suit pas trop, parce que on fait comme si le problème de la Mauritanie c'est juste un problème d'élection. Parce que lorsque Elie est venu, pour lui, tout ce qu'il a dit là, c'est les élections. Hein.
c'est les élections, on va gérer bien, comme si c'était un problème d'élection ou de gestion ou de corruption. Voilà. Le problème de la cohabitation, ça pour lui, c'est des choses qu'on va régler, ça n'existe pas. Tantôt il dit que oui, on va régler ça entre Mauritaniens, mais les gens qui veulent trouver des solutions ailleurs n'ont pas leur place ici. Bon, tantôt c'est le discours qu'il tient. Tantôt il y a trop de corruption, c'est bon, ok. Mais le problème de la cohabitation, là, ça le met vraiment mal à l'aise. Quand on parle de ça, de ce problème-là, et c'est un problème qu'on ne peut pas nier. Le problème de la Mauritanie est d'abord un problème, effectivement, de cohabitation. Parce qu'il faut comprendre que la Mauritanie, comme je disais tantôt, c'est des peuples, des nationalités, je dirais, qui viennent un peu partout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes dialectes, les mêmes langues, je préfère. La culture, il y a une différence. Il ne faut pas dire que c'est le bédouin du désert et le pêcheur de Wending. Il y a une différence. Quoi qu'on dise, il y a une différence. Et quand ils décident de partager un pays, il faut fixer les règles du jeu. Si on ne le fait pas, on passe à côté. Je sais, 40 ans après les indépendances, ou 46 ans après les indépendances, quand on dit ça, c'est comme si on voulait revenir en arrière, mais forcément parce qu'on n'avait pas bien fait les choses avant. On n'a pas le choix. Mais il faut être courageux pour voir les choses bien en face et essayer de remédier à ce problème-là. La transition fait comme si exactement... Voilà, il y a des partis et aussi les chefs de parti. Franchement, je les tiens comme aussi complices en ce moment de ce qui se passe. Parce que leur dénonciation de cette situation est timide. En fait, ils font comme si eux aussi, bon, les militaires, essayez, bon, allez, on va faire des élections et puis partez. Parce que, et quand on regarde la composition de ces partis-là, ceux qui ont les sous dans cette démocratisation, ceux qui ont l'argent, les moyens, c'est qui? Là aussi, ce sont les morts. Et comme chez nous, l'urne tient aussi au ventre, finalement, pour acquérir le suffrage des électeurs, il faut des sous. C'est un pays très vaste, 1 80 000 km², 82 000 km² de surface devant la France, c'est énorme. Et nous, les chefs de parti que nous avons, négro-mauritaniens, les deux que nous avons actuellement qui ont des partis, ils n'ont même pas de voiture pour se déplacer. Ils n'ont même pas de voiture pour se déplacer. C'est pas moi qui le dis, c'est l'un d'eux qui est venu ici faire une conférence qui l'a dit. Ils n'ont même pas de parti, de moyens pour se déplacer. Comment ces gens-là peuvent-ils battre campagne sur 1 80 000 km²? On voit déjà les grands ténors, ceux qui ont les faveurs de la bourgeoisie maure. Ils sont déjà en campagne. Et on les connaît, il n'y a pas besoin de garder des secrets machins. C'est les Ahmedou Dada, l'ancien frère de... Il est déjà... Là, c'est qui vient de quitter ici, là, c'est Mohamed Mouloud. Voilà. Hein, les civils, c'est au moins des gens qui ont de quoi, hein, qui peuvent espérer. Et ça se voit, chaque jour qui passe, on entend des gens sont partis rejoindre Dada, machin. C'est ça, c'est un marchandage entre tribus qui est là, entre anciens barons du PRDR, l'ancien parti de Taya qui est redevenu PRDR et tout, c'est l'argent. Donc, se lever dans cette transition et dire on va faire les élections, qui va gagner? Qui va gagner? C'est clair, c'est mort. C'est pas interdit dans un jeu démocratique ouvert, mais encore que les gens, au départ, aient les mêmes chances. Si les gens n'ont pas les mêmes chances, comment peut-on après dire que les élections se sont bien déroulées parce qu'il n'y a pas eu d'incident? Effectivement, il n'y aura pas d'incident, il n'y aura pas de truc, les gens vont voter. Les gens vont voter parce que c'est un peuple qui est à genoux.
fatalistes et qui acceptent presque que ce qui s'est passé, là, on n'a pas d'autre solution. Et jusqu'au jour où, voilà, X, Y va se lever, et puis on va, voilà, crise en Mauritanie. Tel en Mauritanie. Et c'est ça, tôt ou tard. Tôt ou tard. On peut maîtriser un instant un peuple ou détenir une race, mais pas éternellement. Pas éternellement, parce que ça dépend de beaucoup de concours de circonstances. Surtout actuellement qu'il y a du pétrole. Ce pétrole-là, quand on voit bien l'Afrique, là où il y a pétrole, il y a malheur, là. Mais c'est un des points quand même que Val, apparemment, par rapport à Outaya, il a voulu renégocier des contrats. Il a trouvé que, franchement, il s'est doté d'une image internationale de quelqu'un qui voulait défendre les intérêts des Mauritaniens sur cette question. Moi, je veux dire qu'il voulait. Maouya avait pris sa part dans cette histoire. Lui, il est venu, il veut renégocier ça pour avoir sa part. C'est comme ça. Il défend l'intérêt de la bourgeoisie qui est là. Oui. Parce que le problème, c'est pas de renégocier pour avoir les sous, mais quand il y a des sous là, c'est la redistribution équitable. Et ça, si les règles du jeu ne sont pas fixées à l'avance, je ne sais pas comment il peut faire. J'ai fait, hein?